Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du manager. Manager, un fusible organisationnel. Alors on va commencer par deux cas concrets que j'ai particulièrement à cœur. Prenons l'exemple de Frédéric. Il est vendeur dans un magasin. Il est tellement bon vendeur qu'à un moment on décide de le nommer chef de rayon naturellement. Et puis, il est tellement bon vendeur et tellement bon chef de rayon que naturellement on va le nommer directeur de secteur. Et puis, immanquablement, puisqu'il est tellement bon directeur de secteur, on va le nommer directeur de magasin. Et voilà, maintenant, il est passé de simple vendeur, qui faisait un chiffre d'affaires particulièrement haut, à un directeur de magasin qui doit s'occuper désormais de tout ce qui est management, de tout ce qui est gestion RH, gestion des risques, sécurité des biens et des personnes, de tout ce qui est priorisation, alignement, stratégie, gestion de la marge, toute la partie financière qui va avec, ce qui mécaniquement en fait lui laisse beaucoup moins de temps pour vendre, qui était là où il avait le plus de valeur ajoutée pour l'entreprise, qui était là où il avait véritablement un talent. Parce que cette personne-là, vous lui donniez juste quelque chose à vendre, il savait vous le vendre, peu importe ce que c'était. Ce qu'on vient de décrire, c'est un parcours assez typique. Prenons un autre exemple, Véronique. Véronique, elle est commerciale, elle est très bonne commerciale. Et à un moment, elle décide de s'associer avec deux autres personnes afin de monter une entreprise. Et cette entreprise, au départ, ils sont leur petit trinôme. Et immanquablement, étant donné qu'elle est experte vente, on se dit... puisque c'est toi qui es commercial, Véronique, c'est toi qui vas gérer toute la partie vente. Et naturellement, l'entreprise est amenée à grossir, ce qui fait qu'ils atteignent facilement une soixantaine de personnes. Et d'une manière assez logique, Véronique, qui était l'experte vente, qui avait vraiment toute cette valeur ajoutée et cette expertise là-dedans, on s'est dit, ok, c'est toi qui vas devenir chef du département vente, tandis que les deux autres fondateurs prennent la tête d'autres départements. Les deux exemples que je viens de vous partager n'ont rien d'étonnant, c'est quelque chose d'assez classique. Et de manière générale, au final, quand tu es manager, quand tu le deviens de par la réalité des choses, il y a deux choses importantes qui sont confiées. La première, c'est que tu dois respecter le budget, et puis la deuxième, c'est que tu dois avoir une équipe géniale. Voilà, c'est tout ce qui est attendu de toi en tant que manager. En fait, il y a un gros problème derrière. Premièrement, on ne prend pas en compte le fait de se dire peut-être que la personne qui est nommée n'a pas forcément les compétences managériale pour pouvoir gérer une équipe. Ce n'est pas parce que du coup je suis expert en vente que j'ai forcément l'expertise pour gérer une équipe de vente, mais en plus de ça, les attendus managériaux ne sont même pas clairs, sachant que les attendus managériaux diffèrent grandement d'une entreprise à une autre. Alors forcément, en tant que manager, on est content puisque c'est la réussite sociale lorsqu'on est nommé manager, forcément parce que c'est vu comme ça dans notre société, mais les attendus managériaux, en tout cas, j'ai jamais rencontré d'organisation pour le moment, et si vous l'avez déjà fait à l'heure actuelle, je suis très heureux pour vous, parce que vous êtes une exception à la règle. De ce que j'ai pu constater, c'est que généralement, les organisations n'ont pas d'attendus managériaux qui sont explicites. Ce qui fait qu'en tant que manager, je suis parachuté là, j'ai de vagues directives et je dois me débrouiller. Et c'est pour ça que la grosse majorité des dirigeants et des managers que je croise me disent systématiquement « Moi, je suis un autodidacte du management. » Forcément, ils n'ont pas d'autre choix. Alors certes, effectivement, je suis devenu manager de la vente et donc j'ai cette expertise de vente, ce qui fait que c'est pratique pour pouvoir mentorer les personnes. C'est vraiment utile, oui, pour pouvoir les faire monter en compétences. Et encore, ce n'est pas parce qu'une personne est experte que forcément elle va bien savoir partager son expertise, savoir la distiller également. Et en plus de ça, va pouvoir apprendre à déléguer parce que le management c'est véritablement un art. Et même au contraire, très souvent, étant donné que je suis expert métier, je vais même pas oser déléguer et je vais devenir un goulet d'étranglement pour mon équipe, voire pour mon organisation. Et c'est ce qui se passe avec énormément de patrons. Parce qu'en plus de ça, ils vont porter ce qu'on appelle la source de l'organisation ou la source en tout cas de leur équipe et donc ils vont avoir du mal à déléguer. Parce que c'est un art le fait de pouvoir déléguer. Et c'est un art le fait de pouvoir distiller et clarifier à travers peut-être des processus plutôt que de tout reposer sur une seule tête à travers un dirigeant, un chef qui est vraiment génialissime. Ainsi, c'est pas parce que je suis expert vente que je vais avoir le talent de définir des processus de réunion de synchronisation efficaces, que je vais forcément pouvoir facilement aligner toutes les énergies au sein de mon équipe, que je vais pouvoir facilement animer mes réunions, que je vais pouvoir facilement gérer les compétences au sein de mon équipe, etc., etc. Et ainsi, c'est un gros angle mort du management. En plus de ça, souvent, je suis enquiquiné avec le fait de devoir porter des notions, des fonctions administratives, RH et financières, en plus de mon expertise business. Sauf que, est-ce que moi en tant que manager, je suis le mieux placé au sein de l'organisation pour porter cette expertise en fait? Est-ce qu'en plus mon salaire vaut le fait que je fasse des choses administratives qui apportent zéro valeur ajoutée pour l'organisation? Et généralement, on ne se pose même pas cette question. Ainsi, c'est important de pouvoir expliciter tous les attendus managériaux. Et quand je dis attendus managériaux, ce sont aussi bien les attendus managériaux business que les attendus managériaux RH, financiers et administratifs. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à mélanger la notion de lien hiérarchique avec la personne qui définit la stratégie? Est-ce qu'il y a véritablement une raison derrière? Et ça, c'est un gros angle mort qu'on a au sein des organisations. Puisque du coup, on fait l'amalgame entre le contrat de travail, la hiérarchie, qui est quelque chose de purement légal, le supérieur hiérarchique, et le fait qu'on doit s'organiser comme tel. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin?
Non. Pour reprendre l'exemple de Véronique, il y a un immense souci par exemple. Lorsque j'ai pu l'accompagner, on s'est rendu compte qu'elle avait un certain nombre de croyances limitantes, et parmi ces croyances, il y avait le fait qu'on ne doit pas sanctionner, je dois être gentil en tant que manager. Et ce qui fait qu'elle n'osait pas du tout challenger son équipe. Et donc avec les deux autres fondateurs, lorsqu'ils faisaient leur réunion de synchro, il y avait un gros souci, c'est que la vente n'était pas au rendez-vous. Et donc même si elle, à titre individuel, elle était l'exemple parfait au sein de la structure, parce que naturellement elle signait des contrats, et c'était ça son expertise, et ben son équipe de vente ne suivait pas du tout. Et donc effectivement il y avait un gros angle mort, c'est que elle effectivement elle a l'expertise pour vendre, mais le fait de le distiller, de le transmettre à son équipe, c'était une autre chose. Et en plus de ça, elle n'osait pas challenger son équipe, parce que forcément elle était vendeuse, et donc elle comprend toutes les limites et toutes les bonnes excuses qu'il peut y avoir systématiquement pour ne pas vendre ou pour ne pas atteindre le chiffre d'affaires. Mais ce qui fait que ça érode la confiance vis-à-vis des autres associés, parce que les deux autres associés ils se posent la question, mais d'accord, chère Véronique, tu n'oses pas, mais nous derrière on a besoin d'avoir des chiffres pour pouvoir faire tourner la boîte, parce que naturellement on a des salaires à payer, on a des résultats à avoir, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Et ce qui fait qu'il la challenge à son niveau, mais elle va servir de fusible organisationnel dans le sens où elle va encaisser tout à son niveau, et plutôt que de dire qu'elle n'a pas l'expertise ou qu'elle a besoin d'avoir de l'aide parce qu'elle n'a pas la clarté sur toutes les fonctions managériales et les différentes choses qui sont attendues d'elle, elle le garde, elle le conserve et elle protège son équipe parce que du coup je dois être gentil avec mon équipe et je ne dois pas la challenger. Et ce qui fait qu'immanquablement à un moment ça explose. De même, pour cet exemple de directeur de magasin que j'ai pu partager, à un moment, il n'a plus du tout le temps de faire de la vente, ni même de centrer et d'aligner tout le monde parce qu'il avait un talent pour pouvoir faire de la pédagogie, pour faire monter en compétence les personnes sur la vente, il n'avait plus du tout le temps de le faire, et ce qui fait que le chiffre d'affaires en pâtit. Et donc, naturellement, d'un point de vue externe, lorsqu'on regarde les actionnaires, c'est lui en tant que directeur de magasin qui est le fusible, c'est lui qu'on blâme. Et donc, ce manager typique se rencontre être un fusible entre la réalité des opérations avec les équipes et puis le haut avec les besoins, les stratégies et les indicateurs. Alors est-ce que c'est vraiment tenable? Généralement non, ça engrange énormément de stress, ça crée beaucoup de frustration, ça peut résulter à des burn-out et tout cela parce qu'on n'est pas capable de distinguer les différentes fonctions managériales, les attendus explicites qu'on peut avoir vis-à-vis d'un manager. Et une fois qu'on a pu expliciter ces attendus explicites, qu'est-ce qui empêche de les déléguer en conscience et de distiller là où un tel a telle valeur ajoutée. Et s'organiser autour de travail plutôt que s'organiser autour de positions où on attend d'un manager qui puisse être l'héros et être la personne miraculeuse qui va pouvoir résoudre tous les problèmes et pouvoir intégrer toutes les différentes polarités qui vont dans tous les sens. C'est impossible. Et donc maintenant, on s'organise autour du travail qu'il y a à faire. Et donc on se pose la question, qui a le talent pour pouvoir le faire, qui s'y colle? Et puis si jamais personne n'a la compétence, ça peut arriver, on va se poser la question, quelle est la personne le moins pire pour pouvoir le porter? Et on rend compte de la réalité qui est que la personne n'a pas forcément les compétences. Et on met en place un programme de formation ou autre pour faire monter en compétence la personne, pour faire en sorte qu'elle soit autonome. Et basta. Et ce qui fait qu'on peut ainsi sortir de ce dilemme qui est juste générique et qui est créé par notre architecture d'organisation, qui est que le manager devient un fusible et c'est lui qui saute. Et ça, on le voit bien avec les grands groupes qui sont cotés au CAC 40, ou même des grosses organisations, ou même en fait n'importe quelle organisation, à différents niveaux et à différentes échelles, certes, mais immanquablement, c'est la même chose qui se répète. Et j'aimerais en profiter pour passer également un autre message qui a été fait par David Marquette, qui est une chose vraiment génialissime en termes de modèle mental. Ce qu'on veut, c'est que les personnes aient un niveau de pouvoir qui soit en relation et proportionnel à leur niveau d'expertise et d'autonomie. Et lorsqu'on parle d'autonomie, c'est je sais quand je ne sais pas et je vais voir la bonne personne au bon moment pour pouvoir le gérer. Et ainsi, en fonction de ça, il n'y a aucun risque à donner le niveau de pouvoir qui colle au niveau d'autonomie et de savoir et d'expertise de la personne. Et ça, c'est l'art du management. Et si on devait résumer le management simplement, je dirais que c'est juste ça, de pouvoir donner le pouvoir aux personnes en fonction de leur niveau d'expertise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et au plaisir d'échanger avec vous.